Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, aujourd'hui, on écoute 2 grands programmes qui tous les 2 travaillent sur ce que la science peut contribuer à la transformation que la société doit faire aujourd'hui pour faire face, aux défis, écologiques. Et donc, on a déjà entendu, on va avoir l'Institut Pierre-Gilles de Gênes qui travaille sur beaucoup de choses avec des techniques initialement, microfluidiques, nanofluidiques, mais c'est devenu en fait un institut très interdisciplinaire et un de vos grands axes, ça sera effectivement le développement de technologies à émissions négatives en CO2. Donc je suppose que c'est de ça qu'on va entendre parler aujourd'hui, mais c'est pas, la seule chose que vous faites évidemment. Pour Terrae, là, pour le coup, le cœur de Terrae, c'est vraiment, les défis posés par la transition, hein. On a entendu le sigle complet tout à l'heure, transition écologique et recherche action pour l'environnement. C'est vrai qu'une des caractéristiques de ce grand programme qui se distingue vraiment, parmi le paysage des grands programmes, c'est une interdisciplinarité vraiment très, large, depuis les sciences humaines aux sociales jusqu'à toutes les sciences, expérimentales ou formelles. Et puis aussi, cette, implication très forte des actrices et acteurs de la société civile, donc avec vraiment l'idée de faire cette recherche-action et prendre des problèmes concrets pour faire de la recherche autour, en utilisant toutes les disciplines scientifiques. OK et donc ben, je remercie nos 2 intervenants et en particulier Guillaume Pacula qui a accepté, merci beaucoup, d'animer la table ronde. Donc on l'a déjà dit, docteur en biophysique de formation, ingénieur ESPCI aussi, donc voilà quand même un de nos alumni de PSL. Et donc tu enseignes le cours climat à l'ESPCI et dans une dizaine d'écoles d'ingénieurs et tu es aussi dirigeant fondateur du projet Celsius, un cabinet d'expertise dans la quantification environnementale, donc bilan carbone et analyse de cycle de vie pour les entreprises et les établissements publics. Merci. Est-ce qu'on me reçoit? Oui, c'est bon, ça fonctionne. Ben, merci beaucoup pour cette introduction. On va rentrer assez vite dans le vif du sujet. Donc, on a deux programmes qui, vous allez voir, sont assez complémentaires, mais qui présentent quand même quelques oppositions. On y reviendra dans un second temps. Peut-être pour débuter, je peux commencer par vous passer la parole en vous demandant de présenter un peu ce que sont vos programmes respectifs, leurs spécificités, et puis comment ils essaient de traiter la transition environnementale. On va commencer par Nicolas. Merci Guillaume. Donc, bonjour à tous. Je vais donc vous parler de l'Institut Pierre-Gilles de Gênes. Là, c'est un grand programme de PSL qui regroupe à la fois les mines, le l'ENS, le SPCI, Chimie Paris, l'Institut Curie et le Collège de France. Mais c'est un grand programme qui se situe au milieu d'un microcosme, qui prend en compte l'enseignement, qui prend en compte l'innovation et les startups, et puis les liens avec l'Institut Carnot, qui a un bâtiment propre et qui, de façon un petit peu particulière aussi, était à la base un Equipex, donc il y a une plateforme technologique, et ça j'en reparlerai un petit peu plus tard. Donc, quel est l'objet d'étude dans ce grand programme? Donc, c'est le transparent d'après. Donc, c'est juste une photo que je vais vous montrer. Donc, ça, c'est une photo d'une puce microfluidique qui a été d'ailleurs réalisée par l'Institut Curie et par le groupe de Stéphanie Descroix. Qu'est-ce qu'on fait à travers la microfluidique? En fait, la microfluidique, c'est un ensemble de technologies. À la base, ce n'est pas une science. C'est un ensemble de technologies qui permet de manipuler les fluides, des toutes petites quantités de fluides. Donc, en fait, les traits que vous voyez là-dedans, ce sont des canaux dans lesquels vont s'écouler les fluides. Et la taille de ces traits, c'est typiquement 1/10 de vos cheveux. Et donc, on est capable de manipuler les fluides aux toutes petites échelles. Et ça permet de faire beaucoup de choses. D'abord, ça permet de faire de la science. Descendre d'une échelle comme ça. Donc, à l'IPGG, on a développé toutes les technologies qui permettent d'aller analyser les fluides aux petites échelles. Et descendre d'une échelle comme ça permet d'avoir des avancées scientifiques importantes. Alors, des choses qui peuvent paraître bizarres, par exemple, ça permet de comprendre comment coule une mayonnaise ou comment coule du ciment. C'est assez paradoxal, mais ça a permis de descendre d'une échelle, d'aller regarder comment les petites gouttes d'une émulsion bougeaient les unes par rapport aux autres. Ça a permis de comprendre que c'était un procédé par cascade. Qu'est-ce que ça a permis de faire aussi récemment? Et là, je peux mettre en avant un jeune chercheur de PSL qui est Jean Comté. Alors, c'est de SPCI, mais je mettrai en avant d'autres chercheurs derrière. Donc, Jean Comté, qui a étudié les phénomènes qui a regardé comment une goutte d'eau se déplaçait sur une surface solide et comment elle laissait des charges, comment en fait elle laissait, en s'écoulant,
des charges électriques sur la surface. Et ça, c'est à l'origine de la triboélectricité. Vous avez tous frotté une peau de chat sur un bâton en plexiglas, vous avez tous vu ce genre de phénomène. Ben, c'est ces phénomènes-là qu'on peut étudier grâce aux outils qu'on développe à l'IPGG. Et ça ouvre un peu la discussion plus tard. Si des gouttes d'eau laissent des charges, ça fait penser un petit peu à l'énergie, et ça veut dire que peut-être on pourrait développer des dispositifs pour récupérer l'énergie des gouttes d'eau de la pluie. D'accord ? Donc c'est typiquement le genre de démarche qu'on suit à l'IPGG. Donc ensuite, dans les autres types d'applications, il y a des applications très liées à la santé. On peut citer tous les travaux du groupe de Mathieu Piel qui s'intéressent à, par exemple, comprendre comment les cellules se déplacent au sein de notre corps. Et ça a des applications fondamentales pour le cancer. Et donc, c'est grâce à ces outils qu'on peut faire ces découvertes-là. Une autre personne qu'on peut citer, c'est les travaux de Jacques Fataccioli de l'ENS, qui, par exemple, a étudié comment des algues, grâce à ces petits dispositifs, sont capables d'ingérer de l'huile, du pétrole, et donc comment des algues peuvent mettre en avant des mécanismes de rémédiation de problèmes pétroliers et de nettoyage de plages, etc. Et donc, pour aller un petit peu plus vite maintenant, puis je reviendrai sur ces thématiques plus tard dans la discussion, donc on est arrivé, le bilan qu'on a fait au bout de deux programmes LabEx, c'était que les technologies de microfabrication sont très très bien mises en place à Paris, et ça on peut remercier vraiment la plateforme et son directeur Bertrand Cinquin qui anime ça, et c'est ouvert à toutes les personnes de PSL qui veulent s'initier ou qui veulent travailler sur ces thématiques-là. Je pense que c'est aussi, puisqu'on parlera de recherche, c'est aussi une façon de faire de la recherche sobre, d'avoir des plateformes, parce que ça permet de mutualiser de l'équipement, d'avoir un équipement ultra performant et pas de multiplier à l'infini. Donc je pense que c'est très intéressant comme modèle. Et donc à partir de ça, on a travaillé et de façon collaborative, on a décidé de lancer le grand programme sur 2 axes. Donc c'est ce que disait précédemment Anne, c'était qu'on va avoir un axe en fait sur l'environnement et un axe sur la santé. Et dans l'axe sur l'environnement, les choses qui sont intéressantes, je pense, pour la transition environnementale, c'est effectivement des émissions négatives de technologie, où on va retrouver Christian Serre, Michael Tatoulian, Corentin Tréguet, mais aussi la production d'énergie et le recyclage. Et donc, je reviendrai plus tard sur ces points dans la discussion. Alors moi, je vais vous parler du grand programme Terrae. Donc Terrae, c'est une initiative extrêmement collective. C'est parti d'un petit groupe au départ qui a été initié par Amaury Lambert. Mais très rapidement, on a été un chœur d'à peu près une dizaine de personnes. D'ailleurs, dans le projet tel qu'on l'a soumis, on était 10 ou 12 coporteurs, je ne sais pas exactement. Et ce groupe-là évolue. On a de nouvelles personnes qui nous ont rejoints récemment dans le COPIL. Et donc, ce n'est pas un projet qui est drivé par une seule personne, mais c'est vraiment quelque chose de collectif. Et c'est collectif aussi au niveau des institutions. Donc, je vais rester un petit peu sur la premier transparent. Il y avait un chœur de personnes au départ à l'ENS, PSL, à Paris-Dauphine, à l'École des Mines et à l'EPHE, mais en fait, il y a des gens de toutes les autres composantes de PSL et des écoles d'ingénieurs. Et donc, effectivement, le mot-clé ici, c'est recherche-action, ou alors un autre mot-clé qui a un sens un peu synonyme, c'est transdisciplinarité. Donc, je vais essayer de vous expliquer très rapidement ce que signifie transdisciplinarité. Je suis moi-même directeur du LMD, un laboratoire qui est au cœur des sciences du climat, et on travaille depuis des années pour l'adaptation au changement climatique et puis l'atténuation du changement climatique. Et donc, on a eu des résultats qui sont vraiment très intéressants sur ces deux sujets, chez nous, mais globalement, en fait, au niveau national et au niveau international. Mais on a tous le sentiment, comme tout le monde dans la société, que ça ne va pas assez vite. Et avec mes collègues, on avait le sentiment qu'il y a des blocages dans la société qui sont des blocages de nature systémique. Donc ça, je vais le développer tout à l'heure dans l'exemple de l'étude des sécheresses. On a tout un ensemble d'acteurs qu'il faut mettre d'accord et donc le fait qu'on n'arrive pas à mettre ces acteurs d'accord fait des blocages politiques assez profonds dans la société. Et donc pour vraiment faire les transformations de la société, il faut qu'on adresse ces questions systémiques. Alors il n'y a pas de science qui existe pour ça.
Dans les sciences de climat, on avait déjà une science qui était extrêmement interdisciplinaire avec toutes les disciplines, mais cette science, elle ne va pas jusqu'à inclure dans la démarche scientifique les grands acteurs qui doivent prendre des décisions et qui potentiellement ont des choses à dire qui sont essentielles et bloquantes pour les prises de décision. Donc c'est ça qu'on appelle une recherche transdisciplinaire, c'est pluridisciplinaire, plus les acteurs qu'on va mettre dans la partie dès le départ. Donc on a deux objectifs principaux qui étaient de faire une communauté à l'échelle de PSL et puis faire des exemples de ces recherches transdisciplinaires. Donc je vais vous parler seulement du deuxième objectif. Et donc là, vous voyez, on va avoir 4 hotspots, ce qu'on a appelé des hotspots de transition, pour adresser quelques-uns de ces problèmes systémiques, et puis des appels à projets plus classiques. Je ne vous décris pas le détail de l'ensemble du projet TERAE. Je vais insister sur qu'est-ce que c'est qu'un hotspot, et je vais vous donner un exemple, parce que ça me paraît plus intéressant. Et donc là, vous voyez, par exemple, on a défini ce qu'on appelle des hotspots, c'est là où on voit qu'il y a des blocages très, très importants. Donc, ça peut être blocage au niveau territorial ou au niveau national sur des questions qui sont en général systémiques. Donc, on avait prédéfini 2 hotspots, un hotspot sur la transition agroécologique, qui est typiquement un hotspot de type territoire, et un hotspot de type challenge, défi systémique, qui est l'exemple qu'on a pris, c'est celui des sécheresses. Et il y a 2 autres hotspots qui sont en cours de construction actuellement. Donc, je vais vous parler 2 secondes du hotspot sécheresse. Je vais vous expliquer pourquoi c'est systémique. Donc, d'abord, c'est essentiel parce que c'est là qu'il y aura le plus fort impact du changement climatique dans la région méditerranéenne. La région méditerranéenne, au sens large, est un des points du globe pour lequel le changement climatique va avoir le plus d'impact. Et un de ses principaux impacts va venir par l'intermédiaire des sécheresses qui se couplent au feu, qui se couplent aux problèmes de ressources d'eau, qui se couplent aux problèmes de la production énergétique, qui se couplent aux problèmes de l'évolution de nos comportements dans les sociétés en termes d'usage des ressources. Et donc, c'est pour ça que la question est à la fois fondamentale et systémique. Donc là, vous voyez par exemple dans la définition que les scientifiques ont des sécheresses, vous voyez qu'il y a différents types de sécheresse. Il y a la sécheresse agricole, celle qui, par l'intermédiaire des sols, impacte la production de nourriture. Il y a la sécheresse socio-économique, celle qui est liée à l'usage de l'eau, pour des usages pour la société. Il y a la sécheresse qui est liée à l'hydrologie, c'est-à-dire la présence d'eau ou pas dans les sols et dans les rivières. Et puis, il y a la sécheresse météorologique. Et donc, l'ensemble de ces 4 choses sont couplées de manière systémique. Et donc, c'est pour ça qu'on a, du fait de cet aspect systémique, qu'on a besoin de mettre ensemble tous les acteurs pour travailler sur des projets de recherche qu'on va construire de façon transdisciplinaire. Merci beaucoup. On commence déjà à voir un petit peu ce qui différencie les projets, même si la thématique est commune. Alors moi, je voulais revenir sur presque ce qui fait l'essence des grands programmes de recherche. Alors il y a 2 éléments assez centraux que vous avez commencé à évoquer. Je suis intéressé de savoir ce que sont vos positions respectives, en tout cas celles des grands programmes à cet égard-là. D'abord, décloisonner les disciplines et stimuler la recherche interdisciplinaire. Je pense que c'est assez clairement établi ici. Et surtout, rapprocher la recherche académique des acteurs socio-économiques. Donc là, on a vu que c'était l'un des objectifs, c'est les 2 objectifs que vous avez développés ici. Comment ça se fait en pratique? Comment c'est réalisé on va dire, à l'échelon de la recherche pour vous? Peut-être Annie pour débuter. Donc, le caractère pluridisciplinaire ou interdisciplinaire de l'Institut Pierre-Gilles de Gênes, il est clair, puisqu'il y a toute la partie fabrication, il y a tout le temps une partie matériaux, quelles que soient les applications qu'on regarde. Donc ça, c'est clair, on est tous soit physico-chimistes, soit physiciens, biologistes. Donc ça, c'est chimistes, procédés et matériaux. Donc ça, c'est un caractère qui est clair et c'est une richesse, je pense, de l'Institut Pierre-Gilles de Gênes. Ensuite, sur la partie des liens
avec le monde socio-économique. On va avoir des liens assez importants avec les entreprises, les startups. On héberge, et puis l'Institut Pierre Gilles de Gênes a créé 20 startups, dont 18 sont toujours en action, et un nombre de postes permanents qui est assez conséquent. Donc, on a des vrais liens sur le monde économique. On bénéficie au sein de PSL, et j'ai oublié de parler de ça. Donc, on a effectivement un financement grand programme, mais on bénéficie de beaucoup d'interactions sur d'autres moyens de financement, comme par exemple l'Institut Carnot, qui travaille de pair avec nous, et ou le programme Mercasto aussi, qui a permis de faire des effets de levier et d'aller chercher un petit peu plus loin que ça. Donc, on a beaucoup de relations avec les industriels, avec aussi des projets en partenariat simple avec les industriels. On a peut-être moins de projets sur la société. C'est pas du tout c'est pas la même approche. On essaie d'avoir une politique de sciences ouvertes forte, mais on n'a pas les mêmes liens et puis le même public directement, les mêmes objets d'études directement. Oui, donc je vais essayer de partir d'un exemple pour rendre les choses concrètes. Donc, on a ce problème de sécheresse, et donc on doit s'adapter. On doit adapter le système énergétique, on doit adapter l'agriculture, on doit adapter l'usage de l'eau, on doit mettre les acteurs d'accord sur ce genre de choses. Donc, la grande question, c'est comment on arrive à mettre ensemble tous ces acteurs et à leur faire accepter de prendre un projet politique qui ne soit pas forcément consensuel, mais qui en tout cas prenne en compte les grandes difficultés de tous les acteurs. Et donc, on a besoin pour ça de mettre les gens ensemble, mais on a besoin qu'on identifie par ce processus quels sont les grands points de blocage. Et seulement à partir de cette identification, on va pouvoir le décliner comme un projet de recherche. Et donc, contrairement aux projets de recherche habituels qui partent un petit peu de la question scientifique, et on espère, enfin, le chercheur espère que cette question scientifique va se connecter à la société, là, on part vraiment de la société et on demande à ce que les acteurs avec les scientifiques co-construisent ensemble le projet scientifique. Et donc, en pratique, par exemple, actuellement, dans le cas du projet sécheresse, on a commencé par se regrouper entre scientifiques. On est à peu près une soixantaine à l'échelle de PSL à vouloir travailler sur ce sujet. Et on a eu 3 demi-journées de préparation, c'est-à-dire de bien définir les objectifs fondamentaux. Et la prochaine étape, ce sera de faire intervenir les acteurs, les grands acteurs de ces sujets pour ensemble se mettre d'accord sur l'objectif général. Et seulement dans un deuxième temps, on définira l'objet précis de la recherche. Ça, c'est assez atypique dans le domaine de la recherche. C'est-à-dire que vous commencez par une approche terrain et vous faites remonter, on va dire, à l'échelon théorique, ce qui est une différence assez fondamentale avec ce que fait l'IPG notamment, qui essaie de traiter plutôt le versant plutôt technologique. Ça, c'est un reproche qu'on pourrait vous faire. Donc, j'appuie à dessein sur cette différence-là. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ceux qui pourraient vous accuser, disons, de technosolutionnisme d'une part? Et je pose la question connexe, qui est que vous évoquez que c'est avant tout des problèmes d'habitudes comportementaux, sociétaux. Voilà. Donc, quel est le rôle de la technologie et de la théorie scientifique dans la résolution de la crise climatique? Je ne sais pas si je me positionne complètement en techno-solutionniste. Je peux expliquer peut-être en quelques mots la partie, ce qu'on appelle émissions négatives du CO2. Ce qu'on essaie de développer, ce sont des méthodes de capture du CO2, alors qui peuvent être dans l'air ou dans les océans, de façon en fait à pallier à l'émission des gaz à émission de serre, mais pas dans l'idée de dire on va pouvoir, en tout cas on n'est pas dans le concept de dire comme on va être géniaux et qu'on va tout capturer, vous pouvez continuer à tout salir. C'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est que dans notre idée, il va toujours rester des émissions de CO2 dont on va avoir besoin dans la société qu'on envisage, et que il y a un intérêt à aller chercher et améliorer ces procédures-là. Et je pense que c'est des chemins qui sont prévus dans certaines trajectoires du GIEC, pas dans toutes, mais dans certaines trajectoires du GIEC, et on travaille là-dessus. Alors peut-être que le côté qu'on a aussi, c'est que les techniques qui existent, il existe des techniques actuellement. Peut-être que ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre ces techniques, alors
peut-être plus économiquement viable et donc peut-être plus applicable à plus long terme. Et voilà, c'est peut-être ça, en fait, plutôt notre approche, quoi. Mais tout le monde a bien conscience que, quoi, en tout cas, à l'IPG, à l'Institut Pierre-Gilles de Gênes, que la solution, c'est pas on va tout nettoyer pour que vous puissiez tout salir. Oui, c'est une question très intéressante. C'est vrai que actuellement, on pense qu'avec les technologies telles qu'elles existent, on peut potentiellement résoudre une très grande partie du problème climatique, par exemple. C'est-à-dire que, pour le dire de manière schématique, je dirais que 90% du problème peut être résolu avec les technologies telles qu'on les a actuellement. Mais en réalité, donc ça signifie que l'essentiel du problème, de mon point de vue, est vraiment du côté politique et du côté de la transformation de la société. Donc ça, c'est quelque chose qui est dit assez clairement, je pense, dans les rapports du GIEC et qui est assez consensuel dans le monde académique. Ceci dit, moi, je ne m'oppose pas du tout forcément à ce qu'a dit Annie, parce que par exemple, si on prend les scénarios les plus optimistes dans la capacité de changer la société, dans le rapport du GIEC, par exemple, moi je me réfère toujours au scénario P1 qui permet d'aller au-dessous à rester au-dessous de 1,5 degré à la fin du siècle. Dans un scénario comme celui-ci, il faut quand même faire des émissions négatives. Et faire des émissions négatives, ça veut dire capturer et stocker du carbone. Alors on peut le faire avec des méthodes qui sont basées uniquement sur des méthodes naturelles, la gestion des sols et la gestion des forêts. Mais même ces méthodes qui sont naturelles peuvent avoir un impact environnemental. Et donc si par ailleurs on arrivait à développer une technologie qui permettait en complément de pouvoir stocker une partie du carbone d'une autre manière, ça pourrait être extrêmement utile. Et donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment tout ce qu'on peut acquérir. Enfin, c'est important de dire que le problème n'est pas un problème technologique, c'est vraiment un problème de décision politique et de changement de comportement de la société au sens large. Ça, c'est essentiel. Mais ceci dit, tout ce qui va pouvoir être obtenu de façon positive grâce à la technologie sera toujours bon à prendre. C'est quand même un message très fort que vous qui êtes issu quand même de la science très théorique, physico-chimique, admettez que c'est aussi un problème qui est essentiellement un problème de comportement, quoi. Je trouve que c'est assez fort. Donc vous avez remarqué que j'ai essayé de stimuler assez artificiellement une forme de divergence entre les deux parties, mais ça ne fonctionne pas très bien. J'ai une dernière question de cette nature. Vous savez, on parle souvent, en tout cas dans le découpage des rapports du GIEC notamment, des deux versants qui sont d'une part l'atténuation, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et de l'autre côté l'adaptation, c'est-à-dire d'un côté éviter l'ingérable et de l'autre côté gérer l'inévitable. Dans quelle mesure est-ce que vos programmes respectifs traitent, je dirais plutôt le second sujet, parce qu'en général le premier est plutôt prioritaire, le sujet de l'adaptation? Alors, dans les sciences du climat, il y a aussi un consensus pour dire qu'il n'y a pas de vrai choix entre adaptation et atténuation. Atténuation, ça veut dire stopper les causes du changement climatique. Donc, effectivement, si on ne s'occupe pas d'atténuation, on ne sera pas capable de s'adapter. Donc, l'atténuation, c'est fondamental. On ne peut pas faire autrement que d'atténuer. Ceci dit, le changement climatique, il est déjà là. Et étant donné le temps qu'il va nous falloir pour faire ces transformations de société, on va avoir un changement climatique encore plus important. Donc, il faudra aussi s'adapter. Donc, on n'a pas le choix non plus de ne pas s'adapter. Donc, il faut faire les deux. En fait, il faut atténuer et s'adapter. Alors, du côté de l'atténuation, la grande chance qu'on a, c'est que justement, on a eu le développement des énergies renouvelables pendant ces 30 dernières années, qui sont depuis une dizaine d'années devenues matures et disponibles. Et donc, de ce point de vue-là, on a acquis un très grand nombre de solutions. Des solutions qu'il va falloir compléter très probablement par des technologies de capture et de stockage de carbone qui n'auront pas d'impact environnementaux et qui seront économiquement aussi acceptables. Et donc, nous, maintenant, on voit surtout la question de l'adaptation qui arrive comme quelque chose qui n'a pas encore été pensé, qui est un impensé.
Alors, on peut faire une distinction aussi intéressante, c'est d'une certaine manière, ceux qui vont s'adapter, c'est ceux qui vont souffrir du changement climatique. Et donc, ceux qui vont le plus souffrir des changements climatiques, c'est les pays les plus pauvres et en général les populations les plus pauvres. Donc, l'adaptation, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour ceux qui vont le plus souffrir du changement climatique, en général les, les, les organisations ou les personnes les plus défavorisées. L'atténuation, c'est une responsabilité des autres, en fait. C'est une responsabilité des plus riches qui, eux, ont les moyens de changer la manière dont est organisé le système économique. Alors, pour répondre à cette question, je pense qu'à l'Institut Pierre-Gilles Legel, on travaille un petit peu sous les deux aspects, puisque sur l'aspect atténuation, donc il y a le travail sur le stockage du CO2, mais il faut aussi citer les travaux de Lidéric Bocquet sur l'énergie bleue. Donc c'est une façon d'avoir une autre forme d'énergie renouvelable avec quelque chose de très intéressant sur l'énergie bleue, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être stockée parce qu'elle n'est pas intermittente. Donc il y a ces travaux qui se font sur ces axes-là. Donc on travaille là-dessus. Et sur l'atténuation, il y a des travaux de fabrication de nouveaux matériaux pour faire des climatisations passives qui rentrent dans ce genre d'analyse aussi. Donc je pense qu'on travaille sur les deux aspects avec une vision plus effectivement techno que chez Terrail. Mais qui reste complémentaire, c'est ce qu'on dit depuis le début de l'intervention. Moi, j'avais une question supplémentaire qui oriente déjà un peu plus votre vision du programme, disons. Si on se projette à quelques années, on va dire une décennie, quels seraient les facteurs clés de réussite, on va dire des sources de satisfaction ou de succès, quoi, qui viseraient à dire que votre programme a eu une influence positive d'une manière ou d'une autre, si possible des éléments les plus concrets possibles? Alors, moi, je peux répondre et je pense que c'est en lien un petit peu à ce que Terra a fait. Je pense que ce qui serait super chez nous, ça serait d'avoir des démonstrateurs. Et je pense que ce genre de concept, faire un démonstrateur de méthaniseur, ça a déjà été fait chez Tatoulian par exemple. Pour moi, c'est ça l'indicateur, c'est d'arriver au bout et avoir le démonstrateur. Donc aussi sur l'énergie bleue, c'est sûrement pas très loin. Et voilà, pour moi, ça serait ça. Je reviendrai après quand on parlera de l'enseignement, mais je pense que cette notion de démonstrateur d'objets réalisés, pour moi, ça serait l'indicateur d'un succès. Moi, je dirais qu'on a deux objectifs. Un objectif qui est un objectif scientifique. Tout à l'heure, tu disais qu'on était du côté des comportements, c'est vrai, mais justement, ce qu'on veut développer, c'est la science de la manière dont la société dans son ensemble peut réfléchir à la manière de s'adapter en fait en faisant des changements systémiques de société. Et cette science-là, elle n'existe pas encore. Et donc, si on arrive à montrer des exemples où on a réussi à faire fonctionner la science de façon effective pour vraiment ouvrir des chemins intéressants pour la société, ça, c'est l'objectif scientifique. Et le deuxième objectif, c'est un objectif plus vraiment l'adaptation elle-même. Est-ce que dans ces sujets-là, pour l'agroécologie ou pour les sécheresses, on aura effectivement réussi à engager un ensemble d'acteurs pour proposer des solutions communes pour les questions d'adaptation. Et ça peut se manifester à l'échelle territoriale. C'est aussi, on va dire, quelque part l'antenne politique. Enfin, sous quelle forme ça peut se manifester, ces réussites de projet que vous évoquez? Alors, je vous ai montré deux hotspots qui étaient déjà définis. Celui sur l'agroécologie est clairement fait pour travailler à l'échelle territoriale, à l'échelle d'un petit territoire, pour comprendre la manière dont les acteurs localement peuvent s'organiser pour faire la transition vers l'agroécologie. Celui sur la sécheresse, comme c'est un problème plus systémique, c'est plus un problème qui est lié aux lois, aux normes, et donc qui est connecté à l'aspect national forcément. Mais ceci dit, on va quand même probablement l'ancrer sur un bassin territorial, typiquement le bassin d'un grand fleuve, pour lequel on a vraiment des discussions avec les acteurs sur des choses très concrètes. Mais en réalité, pour l'instant, ce n'est pas encore déterminé, parce que comme on fait cette approche transdisciplinaire, on n'a pas défini de façon très précise où on va travailler pour l'instant et sur quelles questions. C'est aussi l'objectif que de définir chemin faisant les indicateurs et les facteurs clés de succès a posteriori, quoi.
Je me permets de poser une autre question d'ouverture et d'élargissement. Là, ce que vous évoquez, enfin, ces deux programmes de recherche et les grands programmes de recherche de manière générale, c'est quand même l'éloge de la transdisciplinarité. C'est réussir à travailler avec d'autres disciplines scientifiques, voire même d'autres disciplines, je sais pas, sociales de manière plus générale. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous constatez de plus en plus présent et prégnant dans la recherche en France? Est-ce que pour vous, c'est un des leviers clés de la on va dire, du traitement de la transition environnementale. Et voilà, quelle est votre vision à ce sujet-là? Je pourrais prendre quelque chose de peut-être d'assez simple et d'assez bateau, c'est que lorsqu'on soumet, mais c'était aujourd'hui, c'est aujourd'hui jusqu'à 17h, je crois, c'était hier, mais il y a un petit souci, les projets ANR. Typiquement, un projet ANR qui se soumet dans le domaine de l'énergie, il faut qu'il soit accompagné, même s'il est très amont, d'une analyse de cycle de vie et, donc, et même d'une analyse économique derrière sur les propositions qu'on va faire. Donc cet aspect-là n'existait pas il y a 5-10 ans. Actuellement, c'est écrit dans l'appel à projet, quoi. Donc, on voit qu'il y a une vraie évolution dans ce sens-là et dans la prise en considération de ces points-là. Oui, moi je dirais la même chose. Il y a une évolution extrêmement positive. Maintenant, en tout cas dans la volonté des institutions, on voit tout le temps apparaître l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité commence aussi à venir. Alors moi, comme je mettrais aussi peut-être un bémol. J'ai moi-même une vie de scientifique qui a essayé de faire de l'interdisciplinarité depuis le début de ma carrière. Et il faut bien dire que ça n'a pas été facile et que malgré les mots-clés qui sont utilisés par toutes les institutions, on a des énormes barrières qui sont souvent infranchissables. On est obligé de les contourner par la gauche, par la droite, par dessous. Et donc, il reste encore un très, très grand nombre de barrières institutionnelles. Et donc, voilà, pour conclure, il y a des progrès importants, il y a une volonté, mais il reste plein de choses à résoudre. Et là, vous mentionnez les barrières institutionnelles. De quelle nature elles sont? Parce que est-ce que c'est la difficulté de faire dialoguer des chercheurs et chercheuses de disciplines différentes? C'est le formalisme ou c'est vraiment juste le formalisme institutionnel qui s'y prête pas? Non, bah, par exemple, on est organisé en disciplines, à la fois pour l'enseignement et pour la recherche. Et donc, quand on va embaucher un jeune chercheur ou un jeune enseignant, ou une jeune chercheuse ou une jeune enseignante, presque tout le temps, elle va être embauchée de façon disciplinaire. Et donc, quand on fait un travail interdisciplinaire, dans sa thèse, par exemple, eh ben, ce n'est pas forcément évident de trouver sa position dans le jeu institutionnel. Donc, même s'il y a de plus en plus de postes interdisciplinaires, ça reste toujours un enjeu. Alors après, c'est un enjeu au niveau des promotions, c'est un enjeu au niveau de la manière dont on est évalué. Donc ça, c'est le problème au niveau individuel pour la personne qui va faire cette recherche. Et après, on a des problèmes de ce type-là entre les laboratoires, entre les institutions. Est-ce que ça veut dire que il y a les deux, hein. Il y a vraiment une question épistémologique. Quand on fait de la recherche transdisciplinaire comme on veut la faire, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Et donc, on est bien en train d'essayer de changer la nature de notre démarche scientifique et la manière dont ça va évoluer. Et donc, il y a vraiment une question épistémologique. Mais après, il y a des gens qui vont s'engager dans ces directions-là. Et la question, c'est est-ce que quand ils vont s'engager dans ces directions-là, ils vont le faire comme des ovnis dans un paysage qui n'est pas fait pour eux, ou est-ce qu'ils vont être accueillis par les institutions pour faire ça? Ça, c'est la question institutionnelle. Et j'en profite pour faire la passerelle avec la question de l'enseignement. Moi qui enseigne, j'ai l'impression qu'on assiste à une forme de rupture. Alors peut-être que je suis cloisonné à ce milieu-là précisément, mais j'ai le sentiment que jadis, on formait surtout par le biais des compétences. Et de plus en plus, moi je vois des étudiants et étudiantes qui souhaitent traiter des problèmes. C'est un peu l'approche que vous avez choisi de sélectionner. Vous avez une thématique à laquelle il faut répondre et ensuite on va s'armer de profils qui sont parfois pluridisciplinaires ou en tout cas qui arrivent à interagir avec des thématiques variées. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous constatez et dans quelle mesure est-ce que vos grands programmes traitent la partie enseignement et comment vous faites? Alors,
le grand programme, est-ce qu'il traite la partie enseignement? Alors, on est impliqué dans un master, un parcours microfluidique. Là-dessus, je pense qu'il ne va pas y avoir de grand impact sur la transition environnementale. Par contre, à travers le programme Mercasto qui a été mis en place à PSL, on essaie justement d'apporter des réponses à cette question. Et on a beaucoup réfléchi à comment enseigner la transition environnementale. Et je pense que une des choses qui peut être surprenante pour les étudiants, c'est surtout d'avoir au départ une tête bien faite. Donc, c'est pas forcément d'aborder directement les problèmes de l'anthropocène, etc. Mais les sciences de base, un cours de maths, c'est fondamental pour moi pour aborder la transition environnementale. Voilà. Ensuite, au-delà des maths, de la physique statistique, de la mécanique quantique, pour apprendre à réfléchir, la partie, il faut effectivement une connaissance de l'anthropocène, et ça, je pense que c'est très important. Il faut coupler ça aux connaissances des techniques et des sciences, style pour moi l'électrochimie et ce genre de choses. Et il faut coupler ça à une approche sciences humaines. Et c'est important d'avoir ce cursus complet pour aborder ce problème. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire sur APSL. On va essayer de lancer une mineure sur la décarbonation de l'industrie. Et c'est un peu ce genre d'approche que je pense qu'il faudra avoir. Alors effectivement, la question de l'enseignement est très importante. Le dernier E de Terrae signifie enseignement. Et il y a donc le projet Terrae est couplé très fortement au Master Transform qui a été développé à l'ENS récemment, avec l'aide de la direction de l'ENS. Et il est couplé à plein d'autres enseignements qui se font ailleurs. Alors, il y avait donc la question de la compétence est vraiment importante. Et donc, ce qui est important à dire, c'est que, évidemment, en tant qu'enseignant ou en tant que chercheur, on va développer des compétences et on va être très sensible à la qualité de ces compétences. Alors, quand on est justement dans un cadre interdisciplinaire, si on fait de l'interdisciplinarité entre les maths et la physique, par exemple, la personne n'aura pas les compétences mathématiques disciplinaires qu'a un chercheur disciplinaire en maths, ni les compétences disciplinaires qu'il pourrait avoir en physique, mais il va avoir des compétences qui vont être de nature différente. Donc là, c'est pareil, quand on veut aller vers des choses très, très interdisciplinaires ou transdisciplinaires, on va développer un certain nombre de compétences qui sont de nature différente. Et donc l'enjeu de transformation de l'enseignement, c'est d'arriver à qualifier quelles sont les compétences, et ces compétences qui sont différentes, et comment on fait pour les évaluer. Et donc, par exemple, dans l'exemple que tu as pris, si on s'intéresse à un objet, par exemple à l'eau, à la sécheresse, etc., ce doctorant qui aura travaillé avec nous, quelles compétences il aura acquis qui fait qu'il sera capable d'intégrer les connaissances d'un certain nombre d'acteurs et surtout d'être capable de les faire dialoguer ensemble et de construire avec eux des questions scientifiques qui pourront être ensuite résolues éventuellement par des connaissances disciplinaires. Et donc, c'est vraiment la compréhension de qu'est-ce que sont ces nouvelles compétences qu'il faut qu'on fasse ensemble pour qu'il y ait une vraie qualité scientifique derrière. Et moi, ce que je souhaitais rajouter aussi, c'était en revenant sur la notion de démonstrateur que j'énonçais au tout début, je pense que, en tout cas, c'est ce que les écoles d'ingénieurs regardent actuellement. Faire faire à des étudiants des types de démonstrateurs sur ces thématiques, ça pourrait être très intéressant. Je pense notamment à ce que font les mines sur les fours solaires à Nice, par exemple, et ce qu'on veut essayer de faire avec chimie sur une tiny house en rentrant la climatisation passive qui peut s'intégrer avec les écoles d'architecture et puis Malaquais, etc. Donc je pense que la notion de démonstrateur est de montrer aux étudiants aussi par la pratique ce qui peut être fait et qui réfléchissent un peu tous ensemble à ces problématiques, ça pourrait être vraiment intéressant. Alors une toute petite dernière question avant de conclure, une question un peu épineuse. On commence à aborder donc des thématiques qui sont très ancrées au plan sociétal, social. Et c'est vrai qu'on sent souvent une forme de frilosité à la prise de position presque politique. Est-ce que vous avez le sentiment que la recherche, d'une certaine manière, se politise en ce sens? Et est-ce que vous arrivez à décloisonner justement la composante purement académique de la composante sociétale qui pourrait peut-être vous être reprochée?
Moi, je peux dire, alors là, ça, c'est même pas ma réponse, c'est la réponse, je veux dire, de l'ESPCI et de comment on gère ce problème-là. En fait, nos étudiants, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Donc, ils ont un système de conférences vertes où ils ont le droit d'inviter qui ils veulent. Moi, il y a des gens que j'ai pas trop envie de voir, mais ils peuvent inviter qui ils veulent. Et puis, a priori, ils choisissent pas ces gens que j'ai pas trop envie de voir. Et, et après, au niveau institutionnel, on évite à tout prix de faire de la politique. Oui, alors c'est une question vraiment intéressante et importante. Alors, ça dépend ce qu'on appelle politique. Évidemment, quand on fait une recherche transdisciplinaire comme ça sur un sujet systémique, on est en train de parler de la société, de son organisation, on veut agir sur les normes, sur les lois, etc. Donc évidemment, c'est fondamentalement politique. C'est politique, mais c'est pas forcément partisan. C'est-à-dire que le scientifique, il a besoin d'être, il a besoin de s'intéresser à ces questions politiques. Nous, franchement, c'est ça qui nous motive. Mais c'est pas pour ça qu'on va arrêter d'utiliser les normes qui sont celles des scientifiques pour parler. C'est-à-dire que je ne vais pas vous donner mon opinion sur tel ou tel choix. On l'a vu aussi dans un rôle d'éclaireur, notamment sur la loi du plomb. Justement, il y avait une prise de position politique de la part de tout le corps académique, mais qui était pour le coup pas tellement partisan, en l'occurrence. Il faut un petit peu de temps pour rentrer dans ces sujets-là. Alors, effectivement, donc, pour la loi du plomb, on voit que on a une loi qui est clairement incompatible avec ce que la science sait des impacts écologiques qui vont résulter de cette loi. Donc, d'une certaine manière, ce n'est pas forcément de la politique de dire que cette loi est incompatible avec ce qu'on sait des impacts écologiques et des attentes de la société. Ça, c'est une argumentation. On peut argumenter ça au niveau scientifique. On n'a pas besoin d'être partisan. Mais évidemment, on est sur un sujet politique. Et donc, c'est toujours. Alors là, j'ai fait comme si c'était évident que c'était scientifique ou politique ou partisan. Évidemment, dans la vie réelle, c'est un petit peu plus compliqué. Et parfois, dans la vie réelle, on est sur des. Quand on est vraiment dans nos sujets scientifiques, on sait très clairement où est la limite de la science et quels sont les choix qui sont de nature politique. Après, on n'est pas toujours dans ce cadre-là. Et à ce moment-là, en tant que scientifique, on doit bien faire attention de dire attention, aujourd'hui, je vous parle, mais je vous parle plus en tant que citoyen, en tant que je vous donne mon opinion d'expert, mais c'est pas ma spécialité scientifique. Ça sera ma dernière question. C'est une transition toute trouvée. Voilà, en tant que moi, je suis intéressé à titre personnel. Vous qui êtes des faiseurs de la transition, des acteurs de la crise de la transition, juste un petit mot, est-ce que vous êtes optimiste face à la résolution de la crise climatique et environnementale de manière plus générale, en une phrase peut-être? Oui, moi je suis optimiste. En fait, il faut donc d'une certaine manière, ce que j'explique dans mes cours sur la transition énergétique, c'est qu'il faut être extrêmement factuel et extrêmement précis sur l'analyse du passé et du présent. Donc, quand on regarde l'analyse du passé et du présent, il faut le dire très très clairement, on a un énorme problème, on va avoir des impacts très très forts, il y a un risque gigantesque pour la société et on n'agit pas assez vite. Voilà, ça c'est le présent, en fait, le passé et le présent. Et donc il faut dire ça de façon extrêmement claire. Maintenant, quand on parle d'optimisme, on n'est pas en train de parler du présent, mais on est en train de parler du futur. Et donc comme le futur n'est pas écrit, et comme d'une certaine manière on a une capacité d'action qui est autoréalisatrice, eh ben on a d'une certaine manière un devoir philosophique d'être optimiste et de montrer en fait les chemins possibles qui font qu'on a des chemins pour arriver à résoudre ces problèmes. Ça ne signifie pas qu'on va le faire, mais il y a des chemins possibles. Et ça, en fait, quand on discute surtout avec la jeune génération, avec les étudiants, c'est essentiel pour eux, ça les libère tout d'un coup de comprendre qu'il y a des chemins possibles et qu'il y a des millions de personnes sur la planète qui travaillent vers ces chemins possibles. Ça les libère parce que tout d'un coup, ça leur donne des perspectives d'action. Donc ça ne signifie pas qu'on va réussir, mais ça signifie qu'on a des perspectives d'action qui sont extrêmement claires.
Moi, je pense aussi que je serais optimiste en pensant justement au fait que la nouvelle génération s'empare de ces questions. Je relativiserais ça en étant plus prudente, en voyant comment le monde évolue aux États-Unis. Quand on discute avec nos collègues américains, la partie transition environnementale, elle n'existe plus en fait chez eux dans leur type de recherche, etc. Donc il y a une partie prudente dans ce sens-là. C'est un souhait, mais pas forcément Ouais, un c'est ça. constat, quoi. Donc, bon, ça sera le mot de la fin. Peut-être qu'on passe désormais aux questions. Merci, bonjour. Merci pour cette discussion passionnante. Je me demandais si quand vous... Alors, je suis Sarah Lepers, je fais le podcast Tangram pour l'université PSL. Et une question que je me pose en permanence et que j'ai envie de vous poser, c'est quand vous vous adressez à des gens qui ne sont pas dans le milieu de la recherche, vos familles ou des gens que vous rencontrez, qu'est-ce qui, dans votre travail ou dans vos sujets de recherche, interpelle ou intéresse le plus souvent? Est-ce qu'il y a des exemples que vous pouvez trouver, vous, des détails qui vont prendre beaucoup de place quand vous parlez avec des gens qui ne sont pas de ce milieu-là? Alors, si je parle du côté science et techno, je pense que généralement, ce qui est facile à expliquer, c'est le côté applicatif, c'est expliquer que ce qu'on fait va servir à quelque chose. Je veux dire, quand je vais décrire l'IPGG, je vais souvent citer les travaux de mes collègues biologistes sur les recherches en amont sur le cancer pour expliquer cela. Et après, bah, j'essaie de leur expliquer pourquoi moi, ça m'amuse de regarder deux gouttes qui coulent côte à côte et expliquer pourquoi ça me fait plaisir, alors que pour eux, c'est pas du tout évident, quoi. En tout cas, mes enfants comprennent toujours pas très bien. Sur les grands programmes de recherche, moi, ce que je mets en avant, c'est vraiment à la fois la découverte scientifique et la partie. C'est vrai que je mets en avant la partie applicative. Oui. Donc, nous, effectivement, la façon la plus simple de présenter, c'est qu'on veut accélérer les transitions. C'est ça. Donc là, il y a une réaction immédiate qui est celle que la dernière question, c'est est-ce que vous y croyez? Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va s'en sortir? Et donc ça, c'est une réaction qu'on a systématiquement. Et donc moi, j'aime bien ramener justement à des choses concrètes qui sont faites, qui ont marché, et à des solutions possibles pour le futur. Et moi, j'ai une question aussi pour toi, Freddy. Tout à l'heure, tu as dit on a 90% des technos dont on a besoin pour résoudre le problème de la transition. Et finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire la même chose de la science? Tu vois, donc c'est quoi le blocage aujourd'hui? Si tu prends les sécheresses, est-ce que tu penses que le blocage, c'est qu'il faut réussir à faire dialoguer tout le monde et que chacun comprenne les contraintes de l'autre et qu'ensemble on trouve une voie, mais c'est quasiment du travail de médiation? Ou bien est-ce que tu dis une fois qu'on aura discuté ensemble, on va trouver des problèmes scientifiques qui, eux, doivent être résolus pour trouver la solution pour tout le monde? En réalité, je ne sais pas répondre à ta question. Il faut qu'on fasse ce travail. Euh, on ne sait pas, en fait, si on a vraiment des solutions d'adaptation qui vont être acceptables par tous les acteurs. Et donc, il faut vraiment qu'on adresse ce problème et qu'on approfondisse ces discussions. Je pense que les blocages, ils ne sont pas juste des blocages de médiation. Il y a vraiment enfin, si les agriculteurs ont de la difficulté à faire la transition agroécologique, il y a des raisons très très profondes. Si on a du mal à diminuer notre consommation d'énergie et à ne pas donner la priorité à la consommation d'énergie face à d'autres besoins, il y a des raisons très très fondamentales. Et donc voilà, c'est ces questions-là qu'il faut qu'on adresse. Et donc on a besoin de faire de la science là-dessus. Alors quand même, quand je dis 90%, ces 90%, ils viennent aussi de la science et de la technique. Et donc, on continue aussi. Hein. Moi, je suis, pour revenir sur la relation avec le second projet, moi, je trouve extrêmement intéressant et extrêmement utile ce qu'ils font. Il n'y a pas du tout d'opposition. Et donc, on
on a vraiment un besoin de continuer à développer des solutions technologiques qui vont nous aider, même si ce n'est pas pour moi le plus important, ça reste essentiel. D'abord, merci vraiment à vous deux parce qu'on est sur des sujets complexes, mais on a ce degré de précision qui permet de comprendre. Je voudrais revenir sur l'interdisciplinarité. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait des barrières institutionnelles, mais aussi des difficultés d'ordre épistémologique et que donc c'était pas si évident. Je voudrais savoir si vous pensez que les thèses binomées qu'on a mis en place à l'université PSL, où on met 2 doctorants sur le même sujet, travaillant ensemble, mais chacun dans son domaine avec son directeur de thèse, approfondissant à la fois la connaissance disciplinaire, mais s'ouvrant à l'autre discipline en travaillant sur le même thème. Est-ce que c'est une ouverture qui peut avoir une heuristique intéressante? C'est la première question. La deuxième question, c'est que moi, j'ai vu quand même des collègues de plus en plus forts, formés à la fois à l'écologie, à haut niveau. Hein. Je ne me souviens plus de son nom malheureusement, mais une chercheuse qui est à PSE d'ailleurs, qui est à la fois économiste, écologue et philosophe. Est-ce que c'est aussi dans le domaine de la formation master, doctorat que ça pourrait se régler d'une certaine manière? Alors, la question est très large et très complexe. Je vais donner juste quelques idées. Alors, la thèse binomée, ça me paraît une excellente expérience. Il faut voir si ça marche. Et moi, j'ai l'intuition que ça va être extrêmement positif, que ça va marcher, que ça va être très intéressant pour les 2 doctorants. Mais je dirais aussi que, comme vous l'avez dit, il y a d'autres façons, il y a d'autres modes. Le mode vraiment interdisciplinaire, la personne elle-même est interdisciplinaire. Et donc, il y a d'autres modes, il y a d'autres modes éventuellement de fonctionner. Et donc, la question institutionnelle, c'est par rapport à ça, c'est ces gens qui vont tracer des voies différentes, explorer des façons différentes de travailler. Est-ce qu'ils vont trouver leur place dans le système? Est-ce qu'on va leur faire une place? Évidemment, il faut être capable d'analyser s'ils ont fait. Enfin, comme dans les autres disciplines, il y a une question de. On est dans un monde. Il y a un moment, il faut valider en fait la qualité du travail qui a été fait. Donc, il ne faut pas oublier cette validation. Mais si cette validation est évidente, est-ce que la personne trouve une place dans le système institutionnel? Je pense que ça pose 2 questions. Ça pose bêtement la reconnaissance aussi de la carrière du chercheur qui va être interdisciplinaire, parce que c'est quand même pas tout à fait tout le temps gagné actuellement. Et après, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est sur les thèses. Je pense que c'est une super initiative, c'est une très bonne initiative. Une autre initiative possible, ça serait d'avoir une 4e année de financement pour quelqu'un pour aller faire une suite et ça pourrait être intéressant aussi d'avoir ce genre de financement. Bonjour, Malta Mustelk-Escoffier, je suis prof en informatique et je suis aussi dans le copil de Terae. Donc, vous voyez bien que c'est assez pluridisciplinaire. Et on a aussi beaucoup de SHS, donc c'est très important, je pense. Et d'ailleurs, c'est un peu lié à ma question. Peut-être que je suis un peu naïve quand on parle des solutions un peu basées sur la technologie. Moi, je ne suis pas très convaincue qu'on a vraiment 80-90% de ce qu'on a besoin pour résoudre le problème par rapport à la technologie si on ne modifie pas nos modes d'action. Mais je pense que c'est parallèle à ce que Freddy et vous avez dit. Je sais que GIEC a été pas mal critiqué par rapport au scénario en disant que chaque fois, ils mettaient cette histoire de CO2 négatif, de capture de CO2. Et ce que j'ai entendu, je suis vraiment je ne connais pas du tout le domaine, du coup, je vous pose la question. Est-ce qu'on peut vraiment y croire, en fait, à ces technologies, dans le sens où est-ce qu'on est prêt actuellement, en fait, par rapport à leur maturité, par rapport à leur faisabilité, par rapport à leur consommation d'énergie, par rapport à ce que ça va coûter à la société et par rapport à la justice en fait au niveau mondial. Est-ce qu'on va pouvoir en fait en profiter d'une manière égalitaire sur la planète?
Alors moi, le point où je vous rejoins tout à fait, c'est sur la maturité des solutions. C'est-à-dire qu'actuellement, capter le CO2 de l'air, c'est une aberration économique, c'est une aberration écologique. Donc ça, c'est clair. Donc c'est pour ça que moi, je considère qu'il faut faire de la recherche là-dessus. Moi, je ne crois pas que les solutions... La solution de la capture du CO2 est à différentes échelles. Soit vous captez à la sortie de la cheminée de l'entreprise. Donc ça, la concentration en CO2 est beaucoup plus importante. C'est beaucoup plus facile à faire. Et même ça, c'est pas évident du tout, en fait, sur le côté économique de la solution, sur le côté il y a des pseudo-solutions très, très techniques avec des solutions d'amine qui permettent de capter le CO2 et après de le récupérer, mais ça donne un coût énorme en fait. Donc c'est pas quelque chose qui est fait de façon courante. Donc moi, dans ce sens-là, si on veut aller dans cette voie, je pense que ça nécessite, même si on a l'idée de comment le faire, un développement industriel, un développement scientifique avant de pouvoir valider cette partie-là. C'est ce qui justifie notre travail aussi, quoi. Et en tout cas, moi je le redis, pour moi, c'est pas la panacée, hein. C'est pas, je pense que c'est très intéressant d'aller chercher ça, mais je pense que c'est pas la panacée. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, et le GIEC est très clair là-dessus, hein. Le GIEC dit la même chose, c'est-à-dire que ces solutions-là ne sont pas du tout matures, on ne peut pas compter dessus. C'est peut-être une possibilité pour le futur, mais on ne sait pas. Donc on ne peut pas compter dessus, c'est clair. Et en fait, ces scénarios du GIEC qui utilisent beaucoup de capture et de stockage de carbone sont là pour illustrer l'idée que si on ne fait pas très très rapidement ce qu'il faut faire par ailleurs, à ce moment-là, on sera contraint à trouver des solutions qui n'existent pas encore et on ne sait pas si elles existeront un jour. C'est ça qui illustre, et ça c'est dit très très clairement dans le rapport du GIEC. Oui, ça peut donner une fausse illusion, mais c'est pas, le GIEC ne donne pas cette fausse illusion. C'est pas, et donc, maintenant, dans l'autre sens, en ce moment, vous avez peut-être vu dans la presse, on parle beaucoup il y a un rapport qui est fait par un ensemble de chercheurs au niveau international sur les points de bascule. Et une des nouvelles qui passe au niveau de ce point de rapport, c'est qu'on est probablement déjà passé au-delà du seuil d'un certain nombre de points de bascule, en particulier pour la disparition des coraux, le blanchiment des coraux. Donc ça veut dire que, étant donné que ce carbone-là est déjà dans l'atmosphère et qu'il est stocké, si on n'arrive pas à développer des techniques de capture et de stockage de carbone, on sera dans un monde où il n'y aura plus jamais de coraux. Voilà. Donc ça, c'est une autre façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas qu'on compte sur ces technologies-là, mais en même temps, si on les avait, elles seraient utiles. Elles seraient utiles comme une solution en seconde intention après avoir fait la sobriété, après avoir fait les énergies renouvelables, après avoir fait les changements de société, très très important. Je vous relais une question donc du chat. Donc, nouvelle tentative. Je voudrais deux questions de Thibaut Salomon qui les a adressées par le chat et qui remercie le panel pour cette présentation et ces échanges passionnants. La première question est la suivante. Comment faites-vous pour faire monter des acteurs privés et publics dans le train de la pensée systémique qui va peut-être dans le sens opposé des réflexions analytiques auxquelles sont habitués ces acteurs? Et la seconde question, mobilisez-vous les sciences de gestion dans vos travaux? Si oui, pensez-vous que travailler sur le prisme des modèles économiques des acteurs concernés peut être un angle d'approche intéressant dans le cadre d'une réflexion systémique appliquée aux enjeux climatiques? Et je pourrais répéter la deuxième question si cela est nécessaire. Donc sur la partie acteurs privés, nous avons de façon habituelle en fait des collaborations avec les
les acteurs économiques en fait, et puis les grandes entreprises du pays ou même internationales. Donc, nous avons des discussions et nous faisons, c'est vrai, une recherche qui est souvent plus amont, et c'est plus des discussions que nous avons, et nous essayons de voir si nos approches peuvent apporter quelque chose à leur évolution. Et la deuxième question, c'était quoi? C'était... Bon. Donc la deuxième question, c'est mobilisez-vous les sciences de gestion dans vos travaux? Et pensez-vous que travailler sur le prisme de ces modèles économiques peut être un angle d'approche intéressant dans le cadre d'une réflexion systémique appliquée aux enjeux climatiques? Donc, l'idée d'introduire une vision économique dans nos travaux, oui, ça, oui, on le fait, oui. Et on a besoin... Non, c'est pas la même chose. La gestion, non, mais l'économie, oui, voilà. Moi, j'ai rien à ajouter. Je suis sûr que les sciences de gestion pourraient être très, très utiles. Oui. Deux mots rapides de conclusion. D'abord, merci vraiment aux intervenants, donc Freddy Boucher pour Terrae et Annie Collin pour IPGG, et l'animateur Guillaume Pacula pour le SPCI et son cabinet. Merci beaucoup. Le webinaire aujourd'hui a montré que que des laboratoires au territoire, la recherche PSL agit pour la transition écologique, une recherche ouverte, responsable et engagée. Et j'ai bien aimé vraiment la précision sur la différence entre la posture politique et l'objet politique que vous avez souligné tous les deux, à savoir que finalement, la posture scientifique, elle ne fait pas de compromission avec quelconque position politicienne ou partisane. En revanche, l'objet politique permet aux chercheurs de s'opposer simplement à ce qui va à contre-courant de ce que montre la science. Et ça a été bien montré tout à l'heure. Ça me rappelle cette phrase de Jean-Luc Nancy, philosophe, qui disait la posture assurée de la solution est celle du décideur et non du penseur. On pourrait dire la même chose du chercheur. Voilà, je trouve cette phrase tout à fait... elle me revient à l'esprit d'un seul coup. Et merci pour cette précision. Donc, on est engagé, et être engagé, c'est être engagé dans la société par sa recherche, ses recherches. Puis ensuite, votre rapport sur la pluridisciplinarité, je l'ai trouvé très intéressant. Ça nous conduit aussi à être humble sur les questions d'interdisciplinarité, mais aussi c'est notre responsabilité d'institution de trouver les... C'est pour ça qu'on a eu cette discussion sur les tests binomés qui sont déjà lancés au niveau de PSL, interétablissement et interdisciplinaire, pour ne pas diluer les compétences et les expertises, mais toutes les solutions sont de l'ordre de la responsabilité de l'institution. Et le risque de l'interdisciplinarité ne doit pas être porté par le chercheur, par le doctorant. Et c'est ça que nous essayons de faire à PSL. Donc, je crois qu'on a eu une bonne contribution là de votre part, et merci aussi pour les aspects technologiques, les aspects, la précision sur cette distinction mitigation, adaptation et mitigation, c'est atténuation. Merci beaucoup. Je retenais le terme en anglais. Voilà, écoutez, merci beaucoup, vraiment, c'était extrêmement intéressant. Je vous donne rendez-vous, et merci aussi à au public qui était actif dans ces questions. Je vous donne rendez-vous le 26 novembre sur l'heure du déjeuner toujours, pour réunir les grands programmes Smart Waves et Quantum Matter autour des 100 ans de l'équation de Schrödinger et plus globalement des enjeux actuels de la mécanique quantique. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.